Merci à la régie, Pierre Da Silva et tous ses assistants. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Alassane Niang. Alassane Niang, vous êtes le président du parti Jiitel Wareef, le Devoir en Mouvement. Vous êtes consultant international et vous participez au dialogue. On va parler de ce dialogue. Vous rendez les conclusions demain mercredi. Tout d'abord, je vous laisse saluer les téléspectateurs. Merci beaucoup Der de m'avoir invité. Donc je profite de l'occasion pour adresser mes salutations à l'ensemble du peuple sénégalais, mais également aux membres du parti que j'ai l'honneur de diriger, Jiitel Wareef, le Devoir en Mouvement, aux différents responsables. Nous avons effectivement fait le choix de prendre part au dialogue politique. On aura l'occasion donc d'en parler. Et quelles sont les raisons de votre participation? Ben, écoutez, quand vous faites le choix de servir, en tout cas de servir votre pays, votre peuple, même si vous vous situez dans l'opposition, je pense qu'on ne pouvait pas faire l'économie donc de ne pas prendre part à ce dialogue. Donc nous avons décidé, en toute responsabilité, de réfléchir sur la contribution que notre parti est en capacité d'apporter donc à la faveur donc de ce dialogue qui a été appelé. Et donc l'objectif pour nous a été de considérer que nous devons aller vers des réformes structurelles, puisque, comme vous le savez, le dialogue politique doit consacrer deux types de réformes. Vous avez ce qu'on appelle donc la réforme de la gouvernance démocratique, également les réformes institutionnelles qui doivent accompagner tout ce processus. Alors donc, on a décidé de prendre part à ce dialogue à double titre. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, donc mes obligations professionnelles donc me conduisent à accompagner beaucoup d'États donc dans le cadre donc des réformes qu'ils mettent en œuvre. Donc à ce titre, je me suis dit qu'il était important que je prenne part à ce dialogue afin d'apporter notre concours et essayer d'éclairer donc la lanterne du débat public. Vous êtes dans le cadre membre de quelle commission? Alors, j'ai fait partie donc de la commission réforme des institutions. Ça ne s'invente pas. Et donc, je pense que ça a été une très bonne chose. Vous êtes spécialiste en réforme institutionnelle, comme on dit. Voilà. Et selon vous, quels sont ce que vous avez retenu comme étant des réformes essentielles à faire? Alors, pour ce qui concerne notre commission, nous devions réfléchir sur essentiellement 4 points. Concernant donc le passage, comme vous le savez, durant la campagne présidentielle, tous les candidats avaient fait vœu de passer d'un conseil constitutionnel à une cour constitutionnelle. Donc l'objet d'un des points de notre commission porte essentiellement justement sur l'opportunité, la nécessité de passer d'un conseil vers une cour. Donc il était utile donc de poser ce débat. Donc nous l'avons épuisé, on l'a regardé donc sous toutes ses coutures. Le deuxième point porte sur donc la Sénat, comme vous le savez, qui est une institution qui a été décriée donc à bien des égards. L'objectif là aussi était de le discuter, de voir si on passe d'une Sénat vers une autre structure, un autre organe, qu'on peut appeler CENI, voilà, qu'on peut appeler également Commission électorale nationale indépendante, mais qui peut également prendre la forme, puisque donc les CENI sont habituellement assez connotés, avec une charge un petit peu négative, du fait donc de ce qu'on a pu voir dans des pays comme la Côte d'Ivoire, pour ne pas le citer. Donc l'objectif en tout cas pour nous, au moment, donc dans les échanges qu'on a eus dans la commission, c'était de voir comment renforcer l'organe qui aura en charge donc la supervision des élections, puisqu'il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels peut-être qu'on n'aura pas le temps de rentrer donc dans les détails, mais en tout cas il faut que le Sénégal ou les Sénégalais comprennent que passer d'une Sénat à une CENI, en réalité n'est pas anodin, puisque une CENI dans son acception générale est une organisation qui regroupe l'ensemble du processus. Or, quand on regarde par exemple la Constitution du Sénégal, qui promeut ce qu'on appelle le principe de séparation des fonctions et des pouvoirs. Alors ici, le principe de séparation des fonctions donc est en contradiction justement avec l'objet par exemple ou l'objectif par exemple d'une CENI. Donc voilà, on a abordé toutes ces questions et l'objectif en tout cas est le résultat que nous allons
nous avons retenu dans notre commission et vraiment donc de proposer un organe qui soit vraiment indépendant, mais dans le cadre, je dirais, d'une structure qui est là pour contrôler le processus, notamment avec le concours donc de l'administration, qu'il s'agisse de la DGE ou qu'il s'agisse d'une autre institution qui va être créée. Alors, et on a également, juste pour terminer, donc voilà, deux autres institutions, donc le CNRA, qu'on a discuté justement pour essayer donc de l'ériger en tant que commission ou en tant qu'autorité. Puisque comme vous le savez, quand on est dans un conseil, donc le champ, je dirais, donc de possibilités est assez réduit. Donc nous nous acheminons vers peut-être donc voilà une commission permettant donc à la structure de pouvoir disposer donc de toute la latitude, notamment sur le plan, je dirais même constitutionnel, pour lui donner à la fois les moyens financiers, les moyens légaux, de manière à pouvoir donc avoir également donc des éléments donc contraignants donc dans la mise en œuvre donc de ces missions. Autre réforme. Alors donc ça c'est pour ce qui concerne notre commission. Donc vous avez également la commission qui s'occupe donc du processus électoral qui devait aborder 21 points, donc il y en avait beaucoup, et vous aviez également donc la commission censée travailler sur la démocratie. Et donc je disais tout à l'heure que la gouvernance démocratique doit être réformée dans ce pays, et donc c'est au travers donc de cette commission démocratie et liberté que donc les 15 points ont été abordés, s'agissant donc de la rationalisation des partis politiques, donc le statut de l'opposition, les financements des partis politiques, autant d'éléments qui s'inscrivent donc dans la gouvernance démocratique donc du Sénégal, qui ont également fait l'objet donc d'âpres discussions assez, je dirais, animées, et donc le tout sera restitué demain. Et donc nous espérons que le résultat de l'ensemble de ces travaux sera pris en considération par le chef de l'État à la faveur donc des réformes qui vont être mises en œuvre de façon effective. Et la restitution, comment cela va se passer? Alors, il y aura la restitution demain devant le ministre de l'Intérieur, à qui l'ensemble des commissions remettront donc leurs conclusions. Charge par la suite au chef de l'État donc de prendre l'ensemble donc de ces conclusions et de les traduire donc en projet de texte. Si jamais l'ensemble de ces conclusions font l'objet donc d'une acceptation de sa part, il faudra par la suite définir une séquence de temps, peut-être sur 3 ans, pour justement se donner les moyens, les capacités donc de mettre en œuvre de façon réussie l'ensemble donc les réformes qui découlent donc de ces travaux du dialogue. Vous savez, on nous reproche souvent de faire beaucoup de commissions, de dialogues, de conclusions, pour ensuite que ces conclusions finissent dans les tiroirs. Alors vous, comment vous envisagez la mise en œuvre par le gouvernement des recommandations issues de ce dialogue? Alors, donc c'est une très bonne question, puisque le tout n'est pas d'asseoir un dialogue, puisque le dialogue il est fondamental, il est essentiel. Je pense qu'il aura permis à l'ensemble des acteurs qui ont décidé d'y prendre part, d'aborder vraiment toutes les questions sans aucune forme de pression, vraiment dans une certaine liberté. Alors, ce qu'il est important de noter, puisque la mise en œuvre de façon effective de l'ensemble des recommandations qui naîtront de ce dialogue doit se faire, je dirais, à partir d'un triptyque portant sur la priorisation, puisqu'il y a énormément de recommandations qui vont sortir donc de ce dialogue. Donc il faut déjà que le gouvernement travaille sur une stratégie de priorisation donc des recommandations. Le deuxième élément doit nécessairement porter sur la planification. La planification, et le troisième élément doit être sur la mise en œuvre, mais de façon suivie. Vous savez que en général, quand on travaille sur la mise en œuvre d'une réforme ou d'une politique publique, l'aspect lié au suivi est souvent lacunaire. Donc je recommande, et c'est vraiment je dirais, la recommandation qui est également formulée par Djid El-Waheb, le un mouvement que j'ai l'honneur de diriger, vraiment travailler sur une stratégie de mise en œuvre suivie, de manière à prendre ce triptyque et l'adosser à un chronogramme sur 3 à 5 ans. Parce que quand on regarde, si je prends l'exemple sur la Sénat ou la CENI, ou quel que soit l'organe qui va naître donc de la réforme à venir, il y a un certain nombre de réformes additionnelles qui doivent être envisagées, par exemple, sur l'état civil,
Donc, on va se rendre compte que, à la faveur de la mise en œuvre donc, des réformes qui naîtront de ce dialogue, immanquablement, d'autres réformes doivent venir justement pour rendre l'ensemble donc des différentes activités, des différents programmes qui vont naître de cette réforme puissent être structurels. Et donc, quand on travaille dans cette perspective, il est important vraiment d'envisager donc le tout, non pas de façon cloisonnée, mais vraiment de façon holistique, dans le cadre vraiment d'une cohérence d'ensemble. Et donc, je pense que si le gouvernement s'inscrit dans cette optique, ce dialogue aura réussi à asseoir de façon définitive les réformes structurelles dont le pays a besoin pour justement qu'on puisse s'attacher à attaquer d'autres sujets beaucoup plus importants, notamment sur le plan économique et social. Alors, dans quelques heures, ce dialogue aura vécu et vous le savez, autant que moi, il y a une partie de l'opposition et même de la société civile, donc des partis qui n'ont pas pris part à ce dialogue. Avec le recul, et vous, en tant que participant, après avoir participé à ce dialogue, qu'est-ce que vous leur auriez dit pour les convaincre de la pertinence et de l'utilité de ce dialogue, quand on sait qu'ils ont avancé un argument de taille, la morosité économique que le pays traverse? Qu'est-ce que vous leur auriez dit, vous? Alors, il est vrai que c'est une question... pensé qu'il y avait mieux à faire, par exemple, un dialogue sur l'économie, sur la relance de l'économie. Je suis entièrement d'accord. La question se pose pour moi moins en termes de, je dirais, d'options que de choix. On peut discuter en définitive de toutes les questions, puisque au Sénégal, tout est prioritaire. Vous l'avez dit, et l'opposition qui a décidé de ne pas prendre part au dialogue a peut-être raison de considérer que les priorités portent sur l'économie. En le disant, ils ont raison. Mais l'un n'occulte pas l'autre. Je pense que si nous voulons, je dirais, traiter les différentes questions auxquelles ce pays fait face, le Sénégal fait face, qu'il s'agisse des questions économiques, qu'il s'agisse des questions institutionnelles, qu'il s'agisse des questions démocratiques, il va être difficile de traiter toutes ces questions de façon simultanée. L'opposition a fait un choix qu'il faut, en tout cas une partie de l'opposition a fait le choix de ne pas prendre part à ce dialogue. Je considère que c'est dommage, puisque même si les questions économiques ne peuvent pas être occultées, mais je pense que l'occasion leur aurait été donnée vraiment de peser sur la balance et d'apporter leur contribution à ce qui doit fonder le fonctionnement du système politique du Sénégal pour les décennies à venir. Cela aurait pu se faire sans préjudice, justement, de je dirais, de ce choix qu'ils ont fait de ne pas prendre part à ce débat. Ils auraient pu le faire, ils ont raison donc de soulever cette question, mais je pense que ils auraient quand même pu prendre part à ce débat, mais c'est une question de choix. Nous étions également au sein de notre parti très, je dirais, sensibles à la situation difficile que le Sénégal vit, cette morosité économique. Toutefois, on s'est dit que la politique de la chaise vide ne peut pas être la solution. Puisque si nous avons des idées, nous considérons qu'il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels nous devons peser de tout notre poids. Donc je pense qu'il était essentiel pour nous d'y aller. Bon, le choix ne peut pas être fait par tous d'aller dans telle ou telle direction. Donc je pense que nous avons fait ce choix, bon, tout en respectant le choix qui a été fait par une partie de l'opposition de ne pas déférer à ce dialogue. Alors on parle d'économie là, et justement dans l'actualité, il est beaucoup question de dette. La polémique entre le pouvoir et l'opposition sur la dette sénégalaise. Vous êtes spécialiste en la matière. Déjà, expliquez-nous comment une dette publique influence-t-elle le développement économique du Sénégal? Alors, la dette est un élément essentiel au développement économique d'un pays. Surtout pour les investissements. Voilà. Ouais. Si on la considère dans le cadre de ce qu'on appelle les dépenses en capital. Puisque quand vous analysez par exemple les finances publiques d'un État, vous avez ce qu'on appelle les dépenses courantes, tout ce qui est fonctionnement, et vous avez également ce qu'on appelle les dépenses en capitaux, c'est-à-dire les flux financiers qui doivent irriguer donc les investissements, notamment sur le plan des infrastructures. Alors, la dette, elle a ceci donc d'utile qu'elle permet, puisqu'il y a des États qui ont même inscrit
dans leur constitution et dans leur loi organique l'impossibilité pour eux d'utiliser par exemple la dette pour financer les dépenses courantes. Justement parce que une dette, elle doit ce qu'on appelle donc un emprunt permettant donc de générer de l'impact sur le plan notamment de l'investissement. Et donc, quand vous avez une dette qui est productive, parce qu'elle permet d'aller dans, par exemple, d'être irrigué dans un investissement qui soit productif, là en ce moment, cette dette, elle peut avoir donc des vertus. Mais quand vous vous endettez pour soit payer le service de la dette ou des dépenses courantes, ou des dépenses courantes, là ça devient compliqué. Exactement. Et le problème qu'on a actuellement au Sénégal, c'est que l'emprunt auquel nous sommes en train de souscrire depuis quelque temps n'a d'autre optique que de financer les dépenses courantes et d'assurer donc les remboursements donc du service de la dette. Et donc ça c'est un élément qui est vraiment inquiétant. Pour être basique, c'est un cercle vicieux quoi. C'est un cercle plus que vicieux parce que en fait en réalité vous rentrez dans un cycle vraiment qui vous met par exemple à je dirais une situation même d'insolvabilité. Parce que vous êtes obligé de vous endetter pour payer. Et donc, en fait, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, je pense que c'est une situation assez préoccupante. Donc, si on reprend, pour répondre à votre question de façon très simple, la dette, elle est essentielle pour un pays. Elle est utile, mais si on parvient à la canaliser, justement, pour investir donc dans des infrastructures ou dans des projets structurants. Et de manière très simple, comme vous avez dit, quels sont les risques majeurs associés à une dette publique les risques pour le Sénégal les risques c'est une dette publique élevée. Mais on y est déjà. On y est parce que déjà en fin d'année donc 2024, le Sénégal était déjà en taux d'endettement qui était au-delà de 137% par rapport à son PIB. Bon, maintenant si vous rajoutez l'encours de la dette depuis le début de l'année 2025, on y est, on est dans le risque déjà, puisque regardez les taux auxquels le Sénégal aujourd'hui lève donc des financements sur les marchés, etc. C'est des taux qui sont assez exorbitants. Deuxième élément montrant que nous y sommes, c'est l'abaissement de façon successive de la note du Sénégal. Sur une séquence de 6 mois, la note du Sénégal a été abaissée à 2 reprises. Dégradée, exactement. Et le troisième élément, c'est que cela peut engendrer également une sorte de perte de confiance donc du marché financier international, mais également des partenaires avec lesquels nous travaillons quant à la solvabilité du Sénégal. Et c'est un élément sur lequel vraiment les autorités doivent être vraiment attentives, justement pour que cela ne nous mette pas davantage donc, dans un cycle de faillite. Parce qu'à partir d'un certain niveau d'endettement qui peut être chronique, on risque d'aller vers une situation de cessation de paiement et quand on y est, les conséquences risquent d'être assez douloureuses pour le Sénégal. Alors on parle beaucoup de FMI, du Fonds monétaire international, donc de la Banque mondiale. Et quel est le rôle de ces institutions internationales, institutions financières, dans la gestion de la dette publique du Sénégal? Quel impact? Le rôle du FMI a été jusqu'ici double, puisque le FMI peut entretenir des programmes avec le Sénégal qui soient à la fois des programmes financiers et des programmes non financiers. Dans le cas du Sénégal, jusqu'à très récemment, le FMI apportait son concours financier au Sénégal, adossé à une sorte d'assistance technique, notamment poussant le Sénégal à faire par exemple des réformes sur le plan économique. Avec la situation qui s'est posée dernièrement, notamment s'agissant donc de la dette dont on a parlé donc dans les médias, la dette cachée, etc. Donc le FMI a pris un petit peu de recul. Mais l'objectif principal de structures comme le FMI, c'est vraiment d'accompagner la politique économique et budgétaire du Sénégal à travers des programmes, qu'il s'agisse de programmes financiers ou non financiers, justement pour mener les réformes structurelles dont le pays a besoin pour inscrire donc son développement sur une trajectoire positive. Malheureusement, quand on regarde la situation telle qu'elle se pose aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le FMI est un petit peu, on va dire, attentiste, puisque la situation n'est pas aussi claire que ce qu'elle devrait être. Le rôle du FMI aujourd'hui est moins, je dirais, important que celui qui l'aura été durant ces dernières décennies, puisque la situation de latence dans laquelle nous sommes
du fait justement de l'absence de clarté sur la situation budgétaire du Sénégal, les indicateurs macroéconomiques sont autant de paramètres qui font qu'aujourd'hui, ces structures, on appelle les institutions de Bretton Woods, ne sont pas aussi impactantes que ce qu'elles ont été par le passé. Bon, la Banque mondiale, elle intervient, comme son nom l'indique, plus comme une structure qui prête au Sénégal. C'est une institution multilatérale qui assure un certain nombre d'emprunts donc aux différents pays. Le Sénégal n'en déroge pas. Mais comme vous le savez, on est dans un contexte international avec une géopolitique qui est tellement mouvante que, vous savez, par exemple, des pays comme les États-Unis qui ont menacé de sortir donc du capital de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Donc autant de points qui font peser au Sénégal un certain nombre de risques sur le plan structurel. Donc il est important vraiment que nos gouvernants puissent analyser donc ces mutations, ces bouleversements sur le plan géopolitique avec beaucoup de rigueur, de manière à inscrire donc notre pays sur une stratégie à la fois quant aux finances publiques, quant à la politique budgétaire, mais également même quant à la politique économique. Je le dis souvent, nous sommes dans un pays, malheureusement, qui n'a pas de politique économique, encore moins un modèle économique. Donc je pense que l'évolution de la géopolitique mondiale et de la situation et des crises que nous connaissons, qui vont crescendo, doivent nous amener justement à traiter ces questions avec énormément de rigueur, de recul, mais également sur le plan stratégique. Alors, vous allez faire de la consultance en direct, vous êtes consultant international à l'espace. Selon vous, quelles devraient être les stratégies du gouvernement du Sénégal pour gérer cette dette? Alors, le gouvernement du Sénégal... Car il y a la pression de la région. Voilà, le gouvernement du Sénégal doit travailler sur une politique budgétaire. Une politique budgétaire qui soit sincère, adossée à une nouvelle doctrine, notamment sur le plan fiscal. Le partenariat public-privé aujourd'hui doit être porté au pinacle de la stratégie économique du Sénégal. Voilà deux éléments essentiels sur lesquels il faut travailler, tout en ne pas occulter la politique économique, la politique monétaire. Bon, malheureusement, on est dans un cadre régi par donc la BCEAO, puisqu'on est dans l'espace de l'UEMOA, mais il est important que le Sénégal prenne le leadership s'agissant des questions monétaires. La politique de crédit, la politique économique du Sénégal sont autant d'éléments sur lesquels il est absolument plus que jamais important donc de revenir là-dessus. Et je pense que à la faveur donc de ces trois éléments, le Sénégal pourrait essayer de rattraper déjà les problèmes auxquels nous faisons face et de voir un petit peu par la suite comment s'inscrire de façon, parce que c'est ça en réalité qui fonde le développement d'un pays, le faire de façon structurelle. Non pas par exemple des stratégies qu'on élabore en fonction des circonstances, mais nous inscrire vraiment dans quelque chose de structurel sur le temps. Et pour y parvenir, il faut vraiment qu'on ait une politique budgétaire, une politique économique avec donc, les différents éléments que j'ai indiqués tout à l'heure. Merci beaucoup Alassane Niang. Merci M. Der, et vous me permettrez juste donc de saluer donc le professeur El Hadj Mbodj. Dans le contexte de ce dialogue, je crois que c'est un homme qu'il faut saluer. Ses travaux ont irrigué par le passé donc la réflexion sur les institutions, notamment sur le système politique. C'est l'occasion de lui rendre hommage et donc voilà, je vous remercie de me laisser donc le temps de le faire. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous.